C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. La presse israélienne de ce matin accorde la priorité à la crise du coronavirus et d'emblée une comparaison saute aux yeux en ouvrant les pages des quotidiens et des sites d'information. Alors qu'Israël a été classé par le magazine prestigieux Economist parmi les 8 pays qui ont le mieux négocié la crise sanitaire, et alors que certains pays européens qui ont durement été touchés comme l'Italie parviennent apparemment aujourd'hui à maîtriser et à aplanir cette fameuse courbe de Gauss, en Israël, force est de constater que le nombre de malades continue à augmenter avec près de 300 nouveaux malades pour les dernières 24 heures, 288 très exactement. Et le Yediot Aharonot consacre une double page intérieure ce matin à ces graphes de comparaison entre Israël et d'autres pays européens. Et effectivement, en consultant ces graphes, on peut voir qu'aujourd'hui, Israël est le seul pays, peut-être avec la Suède, à ne pas parvenir à aplanir totalement la courbe jusqu'au bout. Le Yediot Aharonot nous présente également son tableau quotidien des données du coronavirus, et les données parlent d'elles-mêmes. Alors qu'il y a près de 2 semaines, on recensait moins de 2000 malades dans tout le pays. On en compte désormais ce matin le double, avec près de 4000, 3993 malades très exactement. Autre donnée préoccupante, le nombre de malades graves et de malades sous assistance respiratoire augmente, certes pas de manière dramatique, mais il augmente tout de même, avec aujourd'hui 36 malades graves, 29 sous assistance respiratoire. Itamar Eichner, dans le Yediot Aharonot, nous indique qu'en dépit des données encourageantes recueillies ces derniers jours en Europe, le monde entier se prépare à une seconde vague. C'est valable pour la Chine, d'où le virus est parti, mais également pour l'Inde et le Brésil, où la situation se dégrade. Et pour revenir en Israël, un paradoxe de plus dans la lutte contre le coronavirus, alors que le nombre de malades et donc le risque de contamination augmente, le gouvernement ou le cabinet interministériel de lutte contre le coronavirus a pris hier soir des mesures d'allègement qu'il n'avait pas osé prendre lorsque la crise paraissait plutôt maîtrisée. Le Israël Hayom fait ce matin de ce paradoxe sa manchette, et il annonce qu'en dépit de cette hausse du nombre de malades, certains allègements ont été décidés hier. Le plus important dans l'immédiat, c'est la réouverture dès lundi du réseau de chemin de fer en Israël. Il faut avouer que personne en Israël ne comprenait vraiment pourquoi le gouvernement tolérait la promiscuité dans les autobus, parfois bondés de passagers, mais refusait de désengorger ces bus en rouvrant le réseau ferroviaire qui a été paralysé pendant 3 mois. La logique l'a donc emporté sur ce point. Le second allègement important, c'est celui qui va permettre sans délai la réouverture des salles de spectacle, en particulier de théâtre et de concerts. Ces salles pourront accueillir jusqu'à 250 spectateurs en tenant compte des règles de distanciation sociale, et dans certains cas, 500 spectateurs pourront participer et suivre des concerts avec une autorisation spéciale de la part du directeur général du ministère de la Culture. Il est certain que la vague très présente de protestation des gens du spectacle ces derniers jours, en particulier devant la Knesset, a mis sous pression le gouvernement, qui là encore avait le plus grand mal à expliquer la logique de la fermeture de ces salles, alors que les salles de fête et de mariage étaient rouvertes depuis une semaine. Sarit Rosenblum commente ces paradoxes, ou essaye de commenter ces paradoxes et ces incohérences, en une du Yediot Aharonot dans un éditorial intitulé « C'est le grand casino ». Elle y rajoute un autre dossier toujours sans solution, celui de la date de la fin de l'année scolaire, alors que les syndicats d'enseignants refusent catégoriquement de prolonger l'année au-delà des arrangements conclus. Second dossier à l'ordre du jour, comme chaque matin, on peut le dire depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien c'est évidemment celui de l'annexion ou de l'instauration de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée de la Samarie. Le Israël Hayom fait le follow-up de son scoop d'hier sur l'instauration d'une souveraineté en 2 étapes, telle que Binyamin Netanyahou souhaiterait la mettre en place. Le quotidien gratuit croit savoir que la révélation selon laquelle M. Netanyahou n'entend pas instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain dès le début du mois de juillet, mais seulement dans plusieurs mois. Cette révélation aurait fait considérablement baisser la pression au sein du palais royal à Amman. Mais en consultant Israël Hayom en pages 2 et 3, on peut lire 2 informations qu'il ne sera pas aisé de concilier. Les Américains ont fait passer un message clair au gouvernement israélien et à ces 2 principales composantes, le blanc et le Likoud: parvenez à un accord entre vous-mêmes sur le plan d'annexion et nous le cautionnerons, est-il annoncé en page 2. Mais en page 3, un titre semble contredire cette information. Binyamin Netanyahou a affirmé à ses proches qu'il a l'intention d'aller de l'avant dans le processus de souveraineté, même s'il n'obtient pas le soutien de Benny Gantz et du parti bleu-blanc. Je n'attendrai pas
que Gantz accepte cette souveraineté, aurait dit le Premier ministre. Et l'on peut retrouver ce titre également dans le Yediot Aharonot, le Yediot qui souligne également qu'hier, Netanyahou a enfin présenté à Benny Gantz et Gabi Ashkenazi les fameuses cartes du plan d'annexion des territoires. Le tandem à la tête de Bleu-Blanc aurait adopté à ce propos une position claire. Nous sommes prêts à une annexion, mais à condition que les Palestiniens qui se retrouveront dans les zones annexées puissent obtenir la nationalité israélienne. Quant au Haaretz, eh bien, il cite ce matin en page d'ouverture de son site l'un des principaux conseillers de Joe Biden qui a affirmé que l'annexion d'une partie des territoires serait une erreur tragique qui risquera de porter atteinte aux relations entre Israël et les États-Unis. Fin de citation. Les quotidiens et les sites d'information se penchent sur un nouveau développement que l'on pourrait appeler la bataille pour le budget de l'État. Explication succincte, depuis qu'il est redevenu Premier ministre en 2009, Benyamin Netanyahou a toujours tout fait pour faire voter des budgets de l'État biennaux, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans. Le Premier ministre estimait que cela contribuait à la stabilité économique du pays et à la stabilité politique de son gouvernement, car un rejet du budget de l'État par la Knesset aurait provoqué, selon la loi, de nouvelles élections. Or, cette fois-ci, eh bien, alors que nous sommes au milieu de l'année 2020, il semble que le Premier ministre ait changé d'approche et qu'il veuille se contenter de voter le budget d'État pour cette seule année 2020. Explication de l'analyste politique très célèbre qui est Amit Segal de la chaîne 12, cela signifie que le Premier ministre pourra en 2021 faire voter son parti contre le budget de l'État et alors la Knesset pourrait être automatiquement dissoute. Le pays ira vers de nouvelles élections sans que cela ne puisse entraîner la nomination automatique de Benny Gantz à sa place. En attendant, les journaux et les sites d'information annoncent qu'hier 4 ministres du Parti bleu-blanc ont démissionné de la Knesset afin de laisser leur place aux suivants dans la liste électorale de leur formation. Et puis ce matin, dans la presse, 2 sondages, celui publié par le Jerusalem Post hier matin et celui diffusé par la chaîne 12 hier soir. Les 2 sondages parviennent à la même conclusion. Le Likoud continue à caracoler en tête avec dans les 2 cas 41 députés, tandis que le parti de Benny Gantz s'affaiblit. Le Maariv lui consacre sa manchette ce matin à un dossier dont il a été le détonateur. En effet, l'un de ses principaux journalistes et éditorialistes, Kamal Lipskid, a publié il y a 2 semaines une enquête dans laquelle il fournissait plusieurs exemples de conflits d'intérêts flagrants pour des juges de la Cour suprême. Et il citait par exemple le cas de conflit d'intérêts de la part de la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, et du juge Meni Mazouz dans des dossiers qu'ils n'auraient pas dû traiter. Il s'avère qu'à la suite de cette enquête publiée donc dans le Maariv, la présidente de la Cour, Esther Hayout, a décidé de publier la liste des conflits d'intérêts devant lesquels les juges se trouvent. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.